Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19 h de Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce lundi. Ils se parlent, mais progressent-ils vers un accord sur une date pour le nouveau vote des militants? Jean-François Copé et François Fillon se seront vus 2 fois dans la journée. La méthode Montebourg, mise en échec sur le dossier Mittal. François Hollande assure de la solidarité du gouvernement sur le dossier Florange, mais le ministre du redressement productif a bien failli démissionner samedi. Débat sur deux gauches et deux visions de l'économie qui cohabitent avec sur ce plateau la sénatrice PS Marie-Noëlle Lienemann et Nicolas Barré des Échos. L'huile de palme, ses dangers pour la santé consommée à haute dose et pour l'environnement ont détruit en Amazonie et en Indonésie des forêts pour les cultiver. Au cœur d'un colloque aujourd'hui au Sénat, autour de la sénatrice UMP Catherine Procaccia, qui sera notre invitée. Le calendrier est donc toujours au cœur des discussions Copé-Fillon autour d'un nouveau vote des militants. Un deuxième rendez-vous entre les deux hommes a lieu en ce moment même. Jérôme Rabier avec Paul Bouffard. 2 semaines après le vote des militants, c'est à l'Assemblée nationale que Jean-François Copé et François Fillon tentent de trouver enfin un terrain d'entente. Et cette fois-ci, pas question d'esclandre médiatique, c'est à l'abri des caméras, en tête-à-tête, dans le bureau de François Fillon, que la première rencontre a eu lieu ce matin. Jean-François Copé et François Fillon se sont parlé pendant près d'1 heure. La discussion est engagée. Il y a un objectif depuis toute cette tempête de ces derniers jours. C'est de trouver une solution de sortie de la tempête la plus rapide possible. Mais pour solder 2 semaines de conflit, 1 heure n'aura pas suffi. Les deux hommes ont donc convenu d'une deuxième rencontre en fin d'après-midi. Le point de divergence restant le délai pour organiser un référendum, voire une nouvelle élection, et les modalités qui les encadreraient. Mais le temps presse car des rumeurs prêtent à Nicolas Sarkozy la volonté de discréditer les 2 candidats par communiqué si aucune solution n'est trouvée. Une hypothèse réfutée par le clan Fillon qui refuse la pression. S'agissant d'une possible intervention de Nicolas Sarkozy par un communiqué qui serait déjà prêt et co-signé demain, ont été démentis, ce qui signifie que la discussion qui se livre aujourd'hui est une discussion sans pression, autre qu'une volonté, celle de sortir de cette tempête. Une tempête qui peut encore s'envenimer, car dès demain, le groupe filloniste Rassemblement UMP, séparé du groupe historique du parti à l'Assemblée, doit devenir effectif pour la séance de questions au gouvernement, ce qui consisterait en une étape de plus de franchie vers la scission de l'UMP. Les deux rivaux se parlent donc en ce moment même. On laissé presser d'agir par Nicolas Sarkozy. Nous retrouvons Michael Zamès à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous avez des informations? Est-ce que cet entretien se prolonge en ce moment même? On peut dire qu'il se prolonge, ça fait plus d'1 heure déjà maintenant que François Fillon et Jean-François Copé sont... Mais ici, les parlementaires que l'on retrouve ici dans la salle des 4 colonnes où tous les journalistes attendent derrière moi, eh bien, ils nous disent, ils se parlent et c'est des grands pas, un grand pas de franchi depuis ces dernières semaines et que dans le sujet que nous venons d'entendre, eh bien, les lieutenants, aujourd'hui, on ne les a pas beaucoup vus. Ils se parlent sans médias interposés et sans lieutenant venu faire la petite phrase ici, salle des 4 colonnes. Ils parlent également et ils négocient sur la date de ces élections. Pour l'instant, Jean-François Copé serait sur une ligne. Il faut voter tout de suite et ce n'est évidemment pas le cas de Jean-François Copé qui verrait ça plutôt après les municipales. Donc peut-être de longues nuits encore de négociations. On verra ça dans les heures qui viennent et surtout demain matin, il y a une réunion très importante, c'est la conférence des présidents avec, pour la première fois peut-être, reste encore à le déterminer, la présence de François Fillon, le président du célèbre RUMP, le rassemblement UMP qui verra le jour demain matin ici à l'Assemblée nationale. Merci, Michael. 2 parlementaires socialistes, la sénatrice Laurence Rossignol et le député Christian Paul, demandent au président du Sénat et de l'Assemblée de saisir celui du Conseil constitutionnel, Jean-Louis Debré, donc sur le rôle de Nicolas Sarkozy dans la crise de l'UMP. Ces 2 parlementaires considèrent que l'ancien chef de l'État est en contradiction avec son rôle de sage en intervenant donc dans la crise à l'UMP. L'Église riposte à Cécile Duflot en assurant qu'elle n'a pas attendu la ministre du Logement pour ouvrir ses portes aux sans-abri. La menace de réquisition brandie par Cécile Duflot fait dire au diocèse de Paris qu'il conviendrait également de s'interroger sur les surfaces disponibles dans les administrations, les banques, les compagnies d'assurance ou encore l'État.
Unité de vue aujourd'hui entre la France et l'Italie sur le projet de train à grande vitesse entre Lyon et Turin, un projet titanesque contesté par certains écologistes avec le percement d'un tunnel de 57 km sous les Alpes. François Hollande et Mario Monti se tournent vers l'Europe pour participer grandement au financement. Cécile Sixou. Lyon-Turin en 2 heures au lieu de 4, 2500 créations d'emplois d'ici à 2025, mais aussi moins de trafic sur les routes et donc moins de pollution. À Lyon, ce matin, François Hollande a détaillé les atouts du projet ferroviaire reliant la France à l'Italie. Nous avons des relations commerciales. L'Italie est notre deuxième client, c'est notre troisième fournisseur. Et rien que pour cela, nous devons avoir des liaisons qui correspondent à l'intensité de nos échanges. Pourtant, à quelques mètres de là, ils sont quelques-uns opposés à cette nouvelle ligne. Imaginée il y a 20 ans pour désengorger le trafic entre les deux pays, le projet est aujourd'hui obsolète selon eux, car d'autres tunnels permettent déjà d'assurer le report du fret routier vers le rail. Les manifestants critiquent également le montant des mesures et des travaux. Estimé à 25 milliards d'euros, le chantier coûterait 2 fois plus cher que le tunnel sous la Manche pour un trafic 5 fois moins important. Si la France et l'Italie ont l'intention d'en financer une partie, il compte sur l'Europe pour régler 40% de la note. Ça dépendra du volume de dépenses que l'Europe envisagera de consacrer pendant la période 2014-2020 et de notre capacité à obtenir cette clé de 40% pour les engagements européens. Reste à voir si le coût réel du projet ne va pas évoluer. En 10 ans, il a déjà augmenté de 120%. Tout le gouvernement est solidaire sur le dossier Florange, a affirmé François Hollande cet après-midi. Et justement, lors de cette conférence de presse, en marge donc du sommet franco-italien, il a abordé à Lyon les questions de politique intérieure. Une réaction du chef de l'État après la révélation de la menace de démission d'Arnaud Montebourg samedi, après son désaveu par le Premier ministre sur le dossier Mittal. La stratégie Montebourg a donc été mise à mal par Jean-Marc Ayrault, qui a rejeté l'idée d'une nationalisation transitoire du site de Florange et également d'un appel à un investisseur russe qui avait été présenté pourtant comme fiable par le ministre du redressement productif. Le point avec Jérôme Rabier sur un ministre toujours aux avant-postes dans nombre de dossiers, on l'a vu ces dernières semaines, mais qui peine à récolter les fruits de son activisme. Fragilisé, Arnaud Montebourg continuera malgré tout sa croisade contre les plans sociaux et autres menaces sur l'emploi. Constamment devant les médias, mais aussi en déplacement dans toutes les usines en difficulté de France, il est désormais raillé par ses opposants, comme le ministre des usines qui ferme. Il est vrai que l'ancien avocat n'hésite pas à prendre des risques, attaquant frontalement Lakshmi Mittal ou la famille PSA avant lui, avec les échecs que l'on connaît. Depuis sa prise de fonction en mai dernier, l'ancien candidat à la primaire socialiste qui prônait la démondialisation a plusieurs fois dû s'incliner face aux multinationales. Mittal, PSA, SFR, le groupe Doux, Petroplus ou encore Sanofi restent comme autant de dossiers où le gouvernement a souvent dû se muer en gestionnaire de plans sociaux. Mais c'est le dossier des hauts fourneaux de Florange, où l'État a pourtant obtenu qu'il n'y ait pas de plan social qui le place en difficulté. Prônant la nationalisation, Arnaud Montebourg doit finalement se ranger derrière l'accord signé par Jean-Marc Ayrault avec la famille Mittal. Pour corser l'addition, François Hollande réaffirme qu'il souhaite inverser la courbe du chômage avant la fin de l'année 2013, ce qui laisse entendre que pour encore au moins un an, la mission d'Arnaud Montebourg de réindustrialiser la France s'annonce très compliquée. Avec nous donc Marie-Noëlle Lienemann, sénatrice PS de Paris, bonsoir. On vous représente chaque fois comme une représentante de l'aile gauche du PS, oui, n'est-ce pas? C'est ce que je suis. C'est ce que vous êtes. Face à vous, Nicolas Barré, directeur délégué de la rédaction des Échos, bonsoir. Merci d'être là tous les deux. Marie-Noëlle Lienemann, Montebourg, un flop? Écoutez, c'est le flop du gouvernement. Moi, je commence à ne pas comprendre ce genre de logique. On n'a pas un ministre qui dit blanc et le gouvernement autre chose. Le gouvernement, c'est une équipe. Si Arnaud Montebourg a dit des choses, j'imagine que c'était avec l'accord du Premier ministre. Ou alors, il y a un problème. Et donc, si le gouvernement et Arnaud Montebourg n'arrivent pas à aller au bout de ce qu'il souhaitait, c'est quelque part une incompréhension dans le gouvernement. Est-ce qu'il aurait dû en tirer les conséquences, selon vous? Alors, quitter le gouvernement, il a failli le faire samedi. Je ne suis pas en train de gérer ce que Arnaud Montebourg estime être son devoir. Ce que je constate, c'est qu'on ne peut pas commencer à faire haro sur Arnaud Montebourg et
sans se rendre compte qu'il y a un profond trouble. D'abord un trouble chez les salariés de Florange qui n'ont pas l'air d'être convaincus, or ils connaissent quand même bien la situation. Vous non plus, vous n'êtes pas convaincu par le plan qui a été arrêté. Ben, j'espère ne pas être déçu. Simplement, je n'ai pas aujourd'hui le sentiment d'avoir une lisibilité de la certitude que l'objectif choisi, à savoir le maintien de Florange comme un site important d'avenir pour la sidérurgie en France et en Lorraine, soit acquis. Je vois aussi l'espèce de discours ambiant. Ah, qu'il est bien, ce monsieur Jean-Marc Ayrault. Enfin, il a oublié les vieilles thèses de la gauche. La nationalisation. On peut quand même pas... Nicolas Barré se sent visé par cette interprétation Obama l'a fait. de l'épilogue Les Mittal. fonds souverains existent en masse dans l'ensemble de l'économie mondiale, et je pense qu'on avait un vrai problème de stratégie de la filière sidérurgique à terme en France. Alors, Nicolas Barré, répondez, je vous ai senti, vous vous êtes senti directement interpellé par Marie-Noëlle Lienemann. Non, simplement, on a quand même l'impression dans cette affaire que le ministre a mené un bluff complet, puisque de l'aveu même de Jean-Marc Ayrault, il n'y avait pas vraiment de repreneur crédible pour le site de Florange. Donc, il a brandi cette menace de nationalisation. Qu'un Premier ministre laisse son ministre, soi-disant bluffé à l'Assemblée. Mais moi, dans le quart d'heure qui suit, dans d'autres temps, Pierre Bérégovoy ou Lionel Jospin auraient dû tout de suite, pas forcément la démission, mais en tout cas de remettre au carré qu'est-ce que le gouvernement avait comme parole. Il a été soutenu à l'époque initialement sur cette perspective-là de nationalisation. Mais après analyse plus approfondie, peut-être que le Premier ministre a tranché dans un autre sens. Ça, je peux le comprendre, mais ce que je n'approuve pas, mais je peux comprendre. Simplement, ce que je ne comprends pas, c'est qu'ils disent que son ministre a dit des choses qui étaient inexactes, puisqu'il dit qu'il n'y avait pas de repreneur crédible. On apprend aujourd'hui qu'il a utilisé cette menace de la nationalisation comme un coup de bluff pour essayer d'obtenir quelque chose de Mittal qu'il n'a d'ailleurs pas obtenu, parce que l'accord avec le groupe Mittal n'engage à rien de plus que ce que Mittal avait prévu de faire de toute façon. C'est ce que Mittal avait prévu dès l'origine. Là, vous donnez raison à Marie-Noëlle Lienemann, il n'y a pas d'avancée. Si, la seule avancée, c'est qu'il n'y a pas les suppressions de postes. Il n'y a pas les licenciements. Il y a des suppressions d'emplois. Il y a suppression d'emplois, mais il n'y a pas réduction d'emplois sans plan social. Vous savez très bien que ça se pratique couramment, beaucoup plus facilement. Mais moi, je ne crois pas qu'on utilise les nationalisations comme des coups de bluff. Je ne crois pas que la politique industrielle se fasse avec du bluff. Mais ça, c'est le reproche qu'on est adressé par certains. Et moi, personnellement, que ce soit aujourd'hui. Mais il n'y a pas qu'Arnaud Montebourg, il est Premier ministre, Jean-Marc Ayrault. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit quand il n'y a pas de repreneur derrière. Mais il découvre, lui, que son ministre fait du bluff et il dit rien. Moi, c'est trop facile de faire porter à Arnaud Montebourg toute la charge parce que Arnaud Montebourg incarne un certain volontarisme politique. Même si, personnellement, je vais vous le dire très franchement, je n'aurais jamais écrit que l'ArcelorMittal devait quitter la France. Parce que je crois à la force tranquille là-dedans. Je suis pour les nationalisations force tranquille. On dit aux investisseurs français, bienvenue en France. Vous voulez rester, vous voulez produire longtemps, un drôle de message bienvenue. Attendez, bienvenue en France. Si vous êtes là pour faire prédateur, pour ne pas vous inscrire dans une stratégie durable de la sidérurgie dans notre pays, on reprend les choses en main. Alors, on a compris donc ce qu'incarne pour vous Arnaud Montebourg, Madame Lienemann, ce qu'il devrait incarner avec le soutien du Premier ministre. Pour vous, Nicolas Barré, qu'incarne donc Arnaud Montebourg. J'ai l'impression que pour vous, la phrase vérité, c'est celle de Lionel Jospin, l'État ne peut pas tout. Exactement, c'est un volontarisme, mais qui ne peut pas aboutir parce qu'il se lance des défis qui sont inatteignables. On ne peut pas, ça fait depuis quand même pas mal d'années, qu'on sait qu'une partie de ce site de Florange est condamnée. Jadis, la Lorraine était une terre bénie puisqu'il y avait du minerai de fer dans le sous-sol, mais depuis qu'il n'y en a plus, c'est-à-dire depuis les années 70... Il y a eu un rapport fait par M. Faure. Depuis les années 70, en gros, on gère doucement le fait que ce type d'activité ne peut être fait que près d'un port, parce qu'on importe tout simplement le minerai de fer de l'autre bout de la terre, du Brésil, etc. Mais non, parce qu'on a par exemple dans le Massif central des aciéries de pointe. Elles ne sont pas aujourd'hui, je touche du bois, elles ne sont pas menacées. On ne va pas refaire le débat sur la sidérurgie, on s'intéresse à la méthode politique d'Arnaud Montebourg. Vous êtes d'accord, hein? Moi, personnellement, je trouve plus important l'avenir de la sidérurgie. Bien sûr, c'est important également. Je comprends. Mais la méthode va être sans doute mise à l'épreuve, à nouveau, sur d'autres dossiers industriels qui vont venir, Nicolas Barré. Est-ce que vous estimez que Arnaud Montebourg rend service à la France et à son image internationale? Ah non, je pense que ça donne un signal absolument désastreux. Vous imaginez, on est en compétition avec
le monde entier pour essayer d'attirer des investisseurs, pour construire une usine. Quand Toyota a voulu construire une usine en Europe, ils ont choisi Valenciennes en France, mais on était en concurrence avec des tas d'autres pays européens. Eux, ils restent. Bref, on cherche à attirer ces investisseurs-là. Et vous imaginez bien qu'aujourd'hui, les Anglais, les Italiens, les Espagnols vont brandir ces déclarations de Mittal hors de France pour essayer d'attirer chez eux Vous avez noté quand même que l'idée d'une nationalisation transitoire avait été approuvée sur les rangs de la droite et du centre. Jean-Louis Borloo a dit qu'il était pour. Henri Guéhenno a dit que c'était une bonne idée, même s'il condamne le style Montebourg. Moi, je pense que c'était une solution qui ne pouvait pas aboutir puisque elle revenait en fait à confisquer la partie la plus rentable de Florange, à former une espèce de lot commun avec la partie plus en difficulté, donc à prendre ça à Mittal et à essayer de le vendre à quelqu'un ex nihilo. Attendez, vous oubliez qu'il y a le progrès Yukos. Il y a le projet Yukos possible. Il y a eu un rapport. Monsieur Faure a fait un rapport. Ce rapport a dit qu'avec 400 millions d'euros, on était en situation de faire une mutation mais là encore, de on entretient des illusions. Moi, non, mais attendez, il y a bien un projet européen, si on vous écoute, c'est simple, il n'y a qu'à tout laisser partir. Non. Depuis des lustres, vous nous dites ça. C'est inéluctable, la sidérurgie disparaît en Europe. C'est inéluctable, il y a de la surproduction en raffinerie. Les sites de Dunkerque est extrêmement rentable. C'est un des meilleurs sites en Europe. Mais d'accord, mais il n'en demeure pas moins également. que... Et si on fait ces expériences sur l'acier vert, entre guillemets, qui produit moins de CO2... Alors ça, c'est un projet européen. Voilà. On peut très bien faire cette expérience pour voir si ça marche à Florange, mais ensuite, vous croyez quoi? Si la technologie fonctionne, elle va ensuite aller à Dunkerque, à Fos, ailleurs en Allemagne. Parce qu'il n'y a pas le rapport Faure explique. Mais si, parce que le rapport Faure explique qu'il n'y a pas simplement le lieu où arrive le minerai, mais il y a le lieu où vous allez avoir les débouchés. Et comme on a la plupart des débouchés semblent être, d'après ce rapport, moi je ne suis pas semblent être, d'après ce rapport, possiblement forts sur l'est et le nord de l'Europe, il y a l'opportunité d'un site en Lorraine. Alors si vous nous dites, alors il fallait le dire aux gens, terminez la sidérurgie en Lorraine, vous allez maintenant cultiver les pommes de terre. Non, donc je vous rappelle qu'il y avait aussi, il y a le Luxembourg, il y a la Sarre, il y a toute une série d'endroits où on sait qu'il y a encore des aciéries et il faut essayer que ce site-là reste un site d'aciérie durable. Encore une question, Nicolas Barré, à vous écouter, on a l'impression que Mittal sort gagnant de cette affaire finalement, puisqu'il n'a cédé que sur quelques points de détail à la marge de ce qu'il voulait faire dès l'origine, c'est bien ça? Oui, il ne veut pas investir là, davantage. vous allez trouver un point d'accord avec Marie-Noëlle Lienemann, c'est le sidérurgiste qui s'en sort le mieux. Mittal, c'est un financier Mittal. Il a des kilos de dettes Mittal. Il n'arrive pas à payer ses dettes. Parce qu'il a voulu se diversifier. Parce qu'il a voulu faire des montages financiers. Mais attendez, des groupes automobiles qui ont des dettes. Il a fait un coup financier avec Goldman Sachs. Vous le savez bien, il a fait un coup financier sur ces affaires d'Arcelor. J'étais au Parlement européen à l'époque. Je me suis opposée à cet accord avec Mittal que je trouvais fragilisant pour la sidérurgie européenne. La preuve est faite qu'il n'a pas investi ce qu'il fallait pour que l'Europe garde son avance en matière sidérurgique. Et nous nous sommes désinvestis collectivement en Europe de politique industrielle en la matière. Le projet de nationalisation qui avait des défauts, qui n'était pas facile, qui avait effectivement des risques, mais il était le levier pour reprendre pied sur une stratégie sidérurgique en France, en Lorraine et pour tout le monde. J'ai deux questions à vous poser, Madame Lienemann. Une qui fera réagir notre confrère. Je commence par celle-ci. Tiens, l'Europe, avec pour la première fois Angela Merkel qui envisage d'effacer la dette grecque. C'est une bonne nouvelle venue de la chancelière que vous pouvez saluer ce soir pour la première fois. Oui, sauf que c'est dans 3 ou 4 ans. Si vous êtes sages les Grecs, on va peut-être vous supprimer une partie de votre dette. Bon, ne boudons pas notre plaisir si Mme Merkel pouvait muter un peu dans sa politique. Mais je crains que ce ne soit pas simplement une mutation de Mme Merkel qui fasse, mais un changement de majorité en Allemagne. Vous savez que depuis cette affaire grecque, tout l'argent qu'on a mis en Grèce et tout l'argent qu'on a abandonné, les abandons de créances qu'ont fait les banques, ça représente au total la totalité de la dette grecque. C'est un petit peu comme si on avait déjà effacé une fois. Donc c'est très bien, mais je pense qu'il aurait fallu restructurer cette dette grecque dès le départ, il y a 3 ou 4 ans. Et malheureusement, aujourd'hui, ça nous coûte beaucoup plus cher que si on avait pris ces décisions que la BCE n'a pas voulu prendre. Donc, je suis d'accord avec M. Barré. a raison, mais sur le tard, c'est ce que vous dites. Exactement.
Comme Marine Lindemann, en fait. Moi, j'ai toujours pensé qu'il fallait prendre tout de suite cette affaire de dette grecque qui n'était pas insurmontable pour la zone euro à l'époque. Et par ailleurs, je reste convaincue que la politique d'austérité ne donne rien. Je partage les analyses de l'OCDE sur le fait qu'il faut une stratégie de relance de la croissance avec évidemment des changements structurels pour certaines choses. Il faut savoir que sur cette affaire grecque, quand même, Oui. les sommes qu'engage la France sont colossales. Hein. On n'est pas loin d'une année de produit de l'impôt sur le revenu, tout de même. Donc, au passage, les Allemands votent au Bundestag régulièrement, puisqu'il y a eu un vote au Bundestag pour savoir s'ils acceptaient l'aide grecque. On ne vote jamais en France. Moi, je suis pour soutenir les Grecs. Mais je dis quand même qu'il y a un déficit démocratique dans notre pays sur la question européenne. Marine Lindemann, je rappelle que vous êtes ancienne ministre du Logement. Est-ce que vous saluez, vous soutenez le choc de solidarité, parce qu'on parle beaucoup de choc en ce moment, hein, le choc de compétitivité, le choc de solidarité cette fois, réclamé par Cécile Duflot, qui interpelle l'Église. Est-ce qu'on peut envisager de réquisitionner des locaux appartenant à l'Église pour accueillir les SDF? Ah bah oui, pourquoi pas, puisqu'on veut bien L'Église dit qu'elle le fait déjà. Ah ben, non, mais que l'Église fasse des choses, c'est vrai. Elle a pas entendu Cécile Duflot, il me semble. D'accord, mais il n'empêche qu'il y a des locaux vides appartenant à l'Église, comme d'ailleurs il a raison, l'évêque, Monseigneur 23, de dire qu'il y a des locaux publics. Donc il faut réquisitionner les locaux publics et les locaux de l'Église qui pourraient être transformés donc Cécile en Duflot logements. et l'Église ont raison tous les deux. Absolument. Tout le monde doit quand prendre même. sa part. Tout le monde doit prendre sa part. Et je pense que l'abbé Pierre aurait dit un peu la même chose que ce que je dis aujourd'hui. Tout le monde doit prendre sa part. L'État et l'Église. Merci à tous les deux d'avoir débattu sur ce plateau. On reproche tellement de choses à l'huile de palme qu'une taxe spéciale a été envisagée. Vous le savez, un temps au Sénat, le fameux amendement Nutella, aujourd'hui au point mort. Un tiers des produits alimentaires que nous consommons contient de l'huile de palme, dont l'abus est dangereux d'ailleurs, mais comme le beurre. Autre aspect du problème, et pas le moindre, la culture intensive, car très rentable, du palmier à huile qui pousse à la déforestation en Indonésie. François Goulin. Chaque Français en mange 2 kilos par an. Présente dans des centaines de produits, l'huile de palme possède de nombreux avantages pour les industriels. C'est la moins chère des matières grasses pour l'alimentation et elle permet d'assurer la texture craquante et l'onctuosité de certains produits. Mais ce rêve d'industriel est un cauchemar écologique. La culture du palmier à huile en Indonésie, le premier producteur mondial, est responsable d'une déforestation galopante. Selon Greenpeace, l'équivalent de 300 terrains de football sont défrichés chaque heure en Indonésie, mettant ainsi en péril la biodiversité locale. L'huile de palme est également mauvaise pour la santé. Bio ou pas, sa forte teneur en graisses saturées augmente les risques de maladies cardiovasculaires. Mais l'argument économique semble peser plus lourd. 130 000 tonnes d'huile de palme sont utilisées chaque année en France dans l'alimentation. Et pour l'instant, les alternatives ne semblent pas convaincre les investisseurs. Et avec nous, donc, Catherine Procaccia, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sénatrice UMP du Val-de-Marne et vous avez organisé donc justement aujourd'hui un colloque sur ce thème. Qu'est-ce qui vous préoccupe le plus? Le problème sanitaire, notre santé, nous consommateurs, ou bien la déforestation à l'œuvre en Indonésie? Alors, à l'origine, le colloque était destiné à la déforestation. Mais naturellement, on ne pouvait pas, compte tenu de l'actualité, ne pas parler d'aspects sanitaires. Et nous avons eu la chance d'avoir le professeur Le Cerf de l'Institut Pasteur, un nutritionniste qui est venu et pour nous inquiéter ou nous rassurer? Pour nous rassurer. Ah. Pour nous rassurer et pour nous dire que, comme tous les nutritionnistes, ils pensaient qu'il fallait des acides gras saturés, qu'il y en avait plus dans le beurre qu'il n'y en a dans l'huile de palme, que la consommation d'acides gras saturés et de l'huile de palme en France est finalement assez marginale et qu'il fallait surtout qu'elle n'augmente pas, mais absolument aucun propos d'inquiétude, mais plutôt des propos de nutritionnistes sur il faut diversifier son alimentation. C'est difficile quand on se promène dans les rayons des grandes surfaces et on ignore parfois. Tout dépend, Monsieur Grossière. Moi, je fais ma cuisine en achetant des produits naturels que je fais cuire. Je fais moi-même la cuisine. C'est sûr qu'on n'utilise pas directement d'huile de palme dans sa poêle à frire. C'est absolument pas difficile. Et les taux qu'il nous a donnés de consommation d'huile de palme en France
ne paraissent pas vraiment Bon, mais très pourquoi alors il y inquiétants. a eu cette alarme au Sénat avec le fameux amendement Nutella? Je pense que l'amendement Nutella ça n'a pas été dit aujourd'hui au colloque, mais n'était pas simplement lié à la santé, mais aussi à des lobbies, et des lobbies qui aimeraient que l'huile de palme soit remplacée par une autre huile. Laquelle? Parce que là, il y a une guerre des lobbies. Vous aviez vous-même des représentants de l'industrie agroalimentaire Alors, j'avais aujourd'hui, des Nestlé et autres. j'avais Nestlé, j'avais Ferrero. Et en face, il y a qui? Mais j'avais surtout les ONG. D'accord. Mais l'autre lobby qui veut imposer quel autre produit? Ce sont des lobbies agricoles français qui souhaiteraient tout simplement, et c'est écrit dans un article du Monde la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, qu'on substitue un petit peu d'huile de palme par de l'huile produite en France. D'accord. Bon, a priori, pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Mais les propos si c'est produit chez nutritionnels... nous, et si ça évite de détruire des forêts en Indonésie? Les propos nutritionnels sont que, de toute façon, les huiles sont pas très bonnes, et remplacer l'huile de palme par une autre huile, eh bien, dans certains cas, c'est possible, dans d'autres, ça ne l'est pas. Vous avez choisi votre camp, là, dans ce dossier, dans cette polémique? Moi, je choisis mon camp en disant oui, il ne faut pas taper sur l'huile de palme, d'autant qu'on découvre que la France est un producteur tout à fait un utilisateur tout à fait marginal d'huile de palme. Bon. Alors, néanmoins, la déforestation vous inquiète. Alors, la déforestation, parce que il faut dire, évidemment, que la culture de ce palmier, qui produit de l'huile, est extrêmement rentable. Alors, on rase des forêts pour le cultiver. Eh bien, les ONG, et j'avais Greenpeace par exemple présent, donc on ne peut pas accuser de complaisance, dit qu'effectivement, et j'en suis persuadée grâce à l'action des ONG, ça ne se passe plus comme ça. Effectivement, l'Indonésie, pays que je connais un tout petit peu, a beaucoup déforesté jusqu'en l'an 2000, que maintenant, grâce aux ONG, grâce à un certain nombre de certifications, la déforestation est moindre. Et surtout, y compris les ONG, nous disent que là où on met un palmier à huile, il faudrait 8 fois plus de surface pour produire du colza ou du tournesol. Donc, faut-il savoir, on a besoin d'huile, on a besoin de graisse, quelle surface? Effectivement, en termes de forêt, c'est différent. Très bien, voilà, donc d'autres éclairages lors de votre colloque aujourd'hui. Merci beaucoup. Une nouvelle catégorie de salariés invités à choisir leurs représentants syndicaux, les employés d'entreprise dont l'effectif ne dépasse pas 11 personnes. Les employés à domicile sont également concernés. Cette grande première ne semble pas susciter pour l'instant de ruée des quelques 4 600 000 électeurs potentiels et concernés. Nathalie Guillouard. Ils travaillent dans une boulangerie, une pharmacie, une boucherie ou bien sont employés à domicile. Ils sont 4,6 millions. Une première élection qui concerne les TPE, les très petites entreprises ou les employés à domicile. Et aujourd'hui, le ministre du Travail a voulu faire de la pédagogie. Il est allé à la rencontre des salariés de TPE. Vous avez voté déjà? Non. Ah non, parce que sinon on verrait... Il aurait fallu que j'aurais gratigné. Je pensais que j'avais gagné un truc au départ, mais apparemment vous avez gagné une représentation. Une représentation syndicale qui à l'avenir leur permettra de défendre leurs conditions de travail, leur protection sociale par exemple. Car pour le moment, une partie de la population salariale n'en bénéficiait pas. Il y avait une catégorie de salariés en France qui ne votaient pas aux élections professionnelles pour choisir un représentant ou choisir une organisation syndicale. Il était donc absolument nécessaire que tout le monde puisse avoir le même droit. C'est une forme d'égalité des droits entre les salariés, quelle que soit la taille de l'entreprise à laquelle ils appartiennent. Même si cette démarche reste encore floue pour les salariés, l'idée de pouvoir faire entendre sa voix séduit. Est-ce que ça va me changer ma vie du jour au lendemain? Je ne sais pas, mais en tout cas c'est un premier pas. Que nous on ait au moins un vote et qui représente quelque chose, je pense que c'est ça aussi l'important de la démarche. Son directeur n'y voit pas d'inconvénient pour le moment. Il ne voit pas cette représentation syndicale comme un obstacle entre son salarié et lui. Je ne vois pas en quoi ça changera les choses. J'attends de voir, peut-être que je me trompe et que dans 1 an ou 2, on sautera au plafond et on sera très mal parce qu'on aura notre première grève dans notre TPE. Mais pour l'instant, non, je ne vois pas le risque, au contraire. Pour ce vote, les salariés voteront pour un syndicat et non une liste. Il n'y aura donc pas de représentants au niveau régional. Mais cette idée pourrait voir le jour aux prochaines élections, selon le ministre du Travail. Et notez dans l'actualité encore ce soir les États-Unis qui se disent inquiets d'un recours de Bachar el-Assad aux armes chimiques. D'ailleurs, l'ONU a décidé de suspendre ses opérations en Syrie en raison de la dégradation des conditions de sécurité. À 22h, Sonia Mabrouk, je vous retrouve demain dès 18h, preuve par 3 avec Henri Guénaud. À suivre, LCP Assemblée nationale, un dossier sur les HLM. Bonsoir.
élève de la campagne et un élève de la 3e en ville, on les met à côté, on voit carrément la différence. Il y a beaucoup d'enfants de paysans qui souffrent de ça, de la honte d'être bouseux, comme on dit. Les jeunes des campagnes ont-ils les mêmes chances dans la vie que les jeunes des villes? Quel est l'impact de l'éloignement des établissements scolaires et des lieux culturels sur leurs choix personnels et professionnels? Réponse tout en nuances et en pudeur par les intéressés eux-mêmes. Une jeunesse en jachère, samedi à 22h sur Public Sénat. Se renseigner sur les programmes. Voir ou revoir les émissions. Suivre le fil d'information politique et parlementaire. Pour vivre la politique en temps réel, connectez-vous et réagissez sur publicsénat.fr.